Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour la conférence du mois d'avril 2019, je suis à peu près sûr que vous n'allez pas être surpris parce que je parle de la laïcité et de la neutralité de l'État. En fait, quelque chose qui est dans les médias énormément ces temps-ci à cause du projet de loi de François Legault. Pour ceux qui sont au Québec, ils savent très bien de quoi je parle. Sinon, si vous êtes ailleurs dans le monde, je vous invite à chercher un petit peu. En fait, je vais vous parler un petit peu de ce que ça implique. En fait, avec les définitions de la laïcité, de la neutralité, je vais vous parler aussi des différents modèles de laïcité. Puis, en fait, je vais terminer en parlant par rapport aux signes religieux. Donc, est-ce que le fait de porter un voile ou un kippa ou une petite croix dans le cou, est-ce que ça affecte la neutralité d'une personne? Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, à la fin mars 2019, donc il y a à peu près 2 semaines, le gouvernement Legault au Québec, qui est, bon, eux se disent de centre, mais ils sont quand même de droite, a déposé le projet de loi 21 qui est la loi sur la neutralité de l'État. Et en gros, ce projet de loi-là, il dit que personne ne peut porter de signes religieux, qu'importe ce qu'il est, qu'il soit visible ou non. Donc, quelqu'un qui a une petite chaîne vraiment, même minuscule ou un petit bijou qui représente un signe religieux n'a pas le droit, même si on ne le voit pas. Il ne peut pas le mettre. Donc, encore moins s'il est extrêmement visible comme ce que je porte. Donc, en fait, c'est pas que personne ne peut le porter, mais c'est toute personne qui est en autorité par rapport à quelqu'un d'autre. Genre, les gardiens de prison, un juge, il parle beaucoup des enseignants aussi. Principalement les enseignantes au primaire et au secondaire, entre autres. Donc, c'est ces personnes-là qui sont ciblées, qui sont dans la fonction publique. Mais pour comprendre pourquoi qu'est-ce que la laïcité en fait, j'ai regardé dans la Larousse, puis évidemment la laïcité, ce qu'il dit, c'est s'il réfère à un caractère laïque, donc indépendant de tout ce qui touche le religieux. C'est aussi une organisation politique fondée sur la séparation de l'Église et de l'État. C'est ce qu'on a ici au Québec. On est déjà séparés, la politique et le religieux sont déjà séparés depuis plusieurs décennies, depuis je pense même les années 60, à peu près avec la Révolution tranquille, donc c'est ça. Fait que ça fait longtemps que ça existe au Québec, mais dans les dernières années, ben, on en parle un petit peu plus à cause des signes religieux qui sont de plus en plus présents chez les immigrants, entre autres, et pas seulement. Je pense que j'en suis un petit peu la preuve. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça fait comme deux sociétés distinctes. Il y a la société étatique, la société religieuse. Donc, c'est ça. Ça fait comme ces deux, une division. Puis, ni l'une ni l'autre peut interférer dans l'autre société. Donc, la politique ne peut interférer dans le religieux ne peut pas interférer dans la société politique. Donc, c'est comme ça depuis quand même plusieurs décennies, comme je vous l'ai dit, au Québec. Puis, en fait, dans le livre de Bernard, je pense que j'ai marqué Bernard, mais c'est Bertrand. J'ai toujours de la misère avec son nom. Je sais pas pourquoi. En fait, le livre Le fonctionnaire de hijab, que je vous ai déjà parlé sur le blog, et que je reviens souvent avec lui, avec ce livre-là, parce que c'est un livre qui est quand même assez d'actualité, La fonctionnaire et le hijab, donc on est en plein dedans, qui a laissé la parole quand même à une 30 femmes immigrantes, qui portent le voile puis qui veulent travailler dans la fonction publique. Donc, c'est quand même d'actualité. Puis dans ce livre-là, ce qui est dit, c'est qu'il y a plusieurs définitions possibles à la laïcité. Puis je vais en fait différents modèles, puis je vais vous en parler tantôt.
Non, donc ça peut aller d'une stricte neutralité jusqu'à la séparation vraiment des deux pouvoirs, donc religieux et politique. Il y a une gamme complète là-dedans et bon, il y a de tout, on va en reparler plus tard. Puis au Québec, étant donné qu'on est quand même entouré de beaucoup d'anglophones, puis qu'on a quand même aussi l'influence britannique et française qu'on remarque, c'est que le terme laïcité n'existe pas en anglais. Donc, c'est peut-être pour ça que les anglophones, quand on parle de la laïcité, ils ont peut-être pas qu'ils sont encore, ou ils sont plus tolérants par rapport à la religion, plus que les Québécois. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que, parce que pour eux, la laïcité, c'est plus question de sécularisme. Donc, c'est de l'indifférence par rapport à la religion, donc tout ce qui est le domaine religieux. Sont comme, si vous remarquez, ils sont quand même assez pratiques. En tout cas, au Canada anglais, de ce que je connais, c'est quand même la religion a quand même une place importante, même s'ils se disent pas conservateurs. Puis même aux États-Unis, si on regardez, on s'entend que c'est très important. Donc c'est ça. Puis la neutralité, pour comprendre un peu ce que c'est en fait, c'est la question de la situation d'un État qui demeure à l'écart d'un conflit international. Ça, c'est dans le Larousse qui dit ça. Mais par rapport à la neutralité de l'État, laïcité, c'est pas vraiment peut-être la bonne définition. En fait, celle que moi j'aime bien par rapport à ça, c'est celle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui dit en fait que l'État doit demeurer neutre par rapport aux religions, non seulement pour assurer la liberté de religion et de conscience de tous et de toutes, mais également prévenir toute discrimination fondée sur la religion, un droit protégé par la Charte québécoise. Parce qu'en effet, la liberté de conscience, de religion, d'expression, ça fait partie des droits fondamentaux de la Charte. Je pense à le 3e article, si je ne me trompe pas. Donc, oui, ça fait partie de quelque chose qui fait partie de la Charte québécoise des droits et libertés. Et puis, peu de temps après, si vous me suivez sur Facebook ou Instagram, vous avez sûrement vu passer justement la définition de la semaine de la Commission des droits de la personne. Parce qu'ils ont, juste après le dépôt de la semaine, juste après en fait, le dépôt de la loi, du projet de loi, ils ont mis la définition de la semaine de la neutralité religieuse de l'État. Je l'ai mis comme je vous dis, dans les réseaux sociaux. Puis en fait, ce que ça dit, c'est que la neutralité religieuse de l'État vise à garantir l'égalité entre les différentes confessions religieuses et à protéger la liberté de conscience et de religion de chaque personne. C'est un peu ce que je disais un peu plus haut. L'obligation de neutralité religieuse s'applique à l'État et non aux membres de son personnel de façon individuelle. Donc, ce qui veut dire que l'État est neutre, mais les gens, ils peuvent pas, pas qu'ils peuvent pas être neutres, c'est juste que, inconsciemment, comme je veux dire tantôt, inconsciemment, on est tous teintés de préjugés. Donc, c'est difficile même si on comporte ou non un signe religieux, ça se peut que maintenant je fasse comme ah ben non toi ça marche pas parce qu'il y a telle caractéristique qui me plaît pas. Ça arrive. Donc puis en fait dans l'exemple ici qui donne la Commission des droits de la liberté, des droits. Je suis en train de débaptiser la commission, mais c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. C'est qu'une infirmière qui procède au triage des patients de l'urgence d'un hôpital doit fonder son évaluation sur l'échelle de la gravité établie dans ces circonstances. Le fait qu'elle porte un signe religieux particulier ne l'empêche pas de procéder de façon impartiale. On va voir justement plus tard un peu qu'est-ce que c'est l'impartialité par rapport à la neutralité. Parce que c'est deux thèmes qui sont pratiquement semblables, mais qui sont quand même différents. Donc, en fait, comme tantôt je vous disais qu'il y avait différents types différents modèles en fait de laïcité. Je suis basée sur... Désolée. Je suis basée sur deux textes. Un qui vient d'Elisabeth Garand, qui est la directrice du Centre de justice des fois ici à Montréal.
Elle a écrit justement un texte sur ça. Elle en a sorti 6. Puis je me souvenais dans le livre de justement la voix que je t'ai parlé tantôt, la fonctionnaire Jean qui parlait de la laïcité ouverte. Donc, je suis partie de ça, en commençant avec ce que Garand mentionne. Puis, en fait, le texte de Garand, si vous voulez aller le lire, c'est différents modèles de laïcité. Ça a été publié en 2013 chez Relifam. Puis, en novembre 2013. Puis, elle s'est basée sur 2 livres. Un de Micheline Milot, qui s'appelle La laïcité en 25 questions, qui date de 2008. Quand on commençait un peu plus à parler de la laïcité au Québec. Et l'autre, c'est une collaboration avec justement Micheline Milot et Jean Beaubiro, j'espère, je prononce bien son nom, qui s'appelle Laïcité sans frontières, qui est paru en 2011. Donc, le premier modèle de laïcité, c'est celui qui s'appelle laïcité séparatiste. En fait, je pense que c'est quelque chose que c'est peut-être le modèle qu'on a plus ici au Québec, du moins qu'on entend dans les propos dire qu'il y a la religion aussi au privé, puis il y a l'espace public, puis ces deux-là ne se mélangent pas. Donc, pour ceux qui sont adeptes de ce type de laïcité-là, la liberté de conscience se vit, comme je vous l'ai dit, à la maison, mais pas en public. Tu sais, des fois, on entend sur les médias sociaux dire les femmes musulmanes ont juste apporté leur voile à la maison. Ça marche pas comme ça, parce que le voile a comme pour mission de cacher ce qu'on veut pas montrer aux inconnus. Notre mari, notre père, nos enfants sont pas des inconnus. C'est notre sang, bon. C'est vraiment par rapport aux inconnus, principalement. En gros, là, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Donc, forcément, on met pas ça à la maison parce que les inconnus ne viennent pas chez nous. Donc, les inconnus ils ont plus dans la rue. Désolée. Donc, eux, ces gens-là, ceux qui pratiquent la laïcité séparatiste, pour eux, quand ils voient quelqu'un avec un signe religieux, dans leur tête, ils tentent de m'imposer sa religion. Alors que ce n'est pas comme ça non plus. C'est pas quand je sors dehors avec mon voile, pour moi, c'est pas un signe de prosélytisme. Ça n'a aucun rapport. C'est juste que c'est dans mes convictions et c'est tout. Puis ce qu'ils disent aussi, c'est en fait, comme le crucifix, il y a souvent un lien avec dans le débat de la laïcité, le crucifix revient souvent à l'Assemblée nationale. Puis ce qui revient comme argument, c'est que c'est un objet du patrimoine. Donc, il faut qu'il soit placé en évidence dans l'Assemblée nationale parce que c'est comme notre patrimoine et blablabla. Donc, justement, si c'est le patrimoine, que c'est pas le religieux, puis que le religieux et l'État ne sont pas ensemble, supposés être séparés, donc il n'y a pas sa place là. Mais bon, c'est autre chose, c'est un autre débat. Un instant, je vais prendre un peu d'eau. Je pense que je commence un petit rhume. Avec les changements de température qu'on a au Québec ces temps-ci. Le deuxième modèle de laïcité, c'est l'anticlérical. Ça ressemble un peu à celui de séparatiste que je viens de vous décrire, mais c'est vraiment... La différence, c'est vraiment clergé et profane. Donc, il y a une différence entre vraiment l'Église et tout ce qui est pas ce qui n'a aucun rapport avec le clergé. Je dirais que c'est la principale différence entre les deux. Puis la liberté de conscience, c'est vraiment quelque chose d'individuel. C'est même pas privé, c'est selon chaque personne, en fait. Donc, c'est la principale différence avec les deux premières. La troisième, c'est la laïcité autoritaire. Son rôle, en fait, l'État a un rôle à jouer dans ce qui est acceptable dans la définition de la laïcité dans l'espace public. Évidemment, l'État tente de limiter tout ce qui est liberté d'expression de certains groupes religieux, un peu comme ce que
En fait, le Legault est en train de faire présentement. Il est en train de dire aux musulmans, je dis aux musulmans parce qu'on s'entend que c'est comme quand même le groupe qui est probablement le plus ciblé, mais aussi à tout groupe religieux de dire, vous n'avez pas le droit de vivre comme ça ici au Québec, parce qu'au Québec, c'est de telle manière qu'on vit. Il a déjà sorti ça, on le sait, on l'a entendu. Donc, c'est probablement ce qui caractérise le plus, c'est justement qu'ils tentent de bâillonner ceux qui sont minoritaires, les groupes religieux. Puis, évidemment, ce qui ressort, c'est que l'État fait aussi l'interprète des symboles religieux en disant tel symbole religieux représente tel truc. Donc, il fait une hiérarchie des droits avec ce symbole-là, en disant, vous êtes de second ordre parce que vous portez un signe religieux. Puis évidemment, c'est basé sur la peur, en fait, que la religion prenne le dessus sur le politique, la société civile et tout. Ce qui a déjà été présent ici au Québec par le passé, mais ça fait comme plus de 50 ans, parce que la Révolution tranquille, pour ceux qui le savent, date quand même de 1960. Et je ne pense pas que ça revienne comme c'était avant 1960. Donc, la peur joue énormément, puis je peux comprendre aussi que quand tu connais pas quelque chose, que la peur, les émotions sont là. C'est quelque chose qui est normal aussi. Donc, mais honnêtement, au lieu de favoriser la peur, de l'encourager, c'est plutôt essayer de comprendre la personne, puis de l'autre, essayer de le comprendre. C'est peut-être plus ça. On va en parler un peu plus tard, mais en fait, il y a cette option-là qui est beaucoup plus encourageante, je trouve. Un autre modèle aussi, si on continue, la laïcité de foi civique, qui est en fait les politiques compétitionnent avec les valeurs politiques compétitionnent en fait avec les traditions religieuses, comme parce que souvent en fait, s'il y a une compétition, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a incompatibilité entre les deux mondes, alors que c'est pas forcément. Puis le fait de ces gens-là, ceux qui sont comme fans de la laïcité de foi civique, pour eux, quelqu'un qui ne porte pas de signe religieux, c'est un bon signe, c'est positif, c'est comme si la personne s'est bien intégrée. Alors que, allô, je suis québécois, je suis né ici, j'ai grandi ici et je porte un signe religieux à tout moment, moindrement que je sors dehors ou que je vous parle. Donc, encore là, c'est pas forcément. Pourtant, je suis quand même bien intégrée. Ici, j'ai fait mes études ici, j'ai travaillé ici. Donc, on voit que c'est amplement béton. Pas béton, mais nul. Désolé. Jugement, c'est mon jeu. C'est mon opinion. Il y a la laïcité de reconnaissance qui reconnaît qu'en fait, tous les citoyens sont égaux par rapport aux autres. En fait, c'est pas parce que un pratique une religion que l'autre et que l'autre n'en pratique pas qu'il y en a un meilleur que l'autre. Chaque personne est autonome dans sa décision. J'essaye d'aller trop vite dans ses décisions. Le respect des autres, évidemment, est important aussi. Comme je vous parlais de la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est vraiment à respecter et à préserver. Par contre, ce qui génère par contre, c'est ça, le côté rassembleur est peut-être moins présent. Le respect de l'autre, oui, il est très, très, très important, mais ceux qui pratiquent justement la reconnaissance, la laïcité de reconnaissance, n'auront pas tendance à se rassembler puis à se rassembler puis à se soutenir. Puis le dernier, justement, modèle que Garand propose dans son texte, c'est celui de collaboration. En fait, c'est peut-être celui qui est à privilégier ici au Québec. Ailleurs dans le monde, j'ai l'impression aussi. Quoique je ne connais pas la situation ailleurs. Mais en fait, c'est l'État entretient des liens avec les différents groupes de sa société, qui composent sa société,
qu'il soit religieux ou non, puis il faut qu'il fasse quand même faire attention quand que, à ce niveau-là, parce que faut pas en favoriser un plus que l'autre. Faut essayer d'être égal avec tout le monde, justement, collaborer, apprendre de l'autre. C'est un modèle que, personnellement, dans les 6 que je viens de nommer, c'est peut-être mon préféré avec celui de reconnaissance. Celui-ci, on peut comme trouver un moyen de les mettre ensemble. Ça serait vraiment une bonne idée. Sinon, je vous ai parlé aussi de la laïcité ouverte que dans le livre de Bertrand Lavoie, il en parlait dans le fonctionnaire et les jobs, mais j'ai fouillé dans le livre. J'ai jamais réussi à trouver où il en parlait. Mais il en parle, ça, je suis sûre. Mais j'ai regardé sur Internet la revue Ababar, qui a écrit un article justement sur le pari de la laïcité, je pense en 2009, si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai marqué 2008-2010, mais 2009-2010. Donc, dans son édition de 2009-2008 de la revue. Donc, le livre, l'article, le pari de la laïcité ouverte. La définition est très claire. En fait, ce type de laïcité-là insiste sur le fait que ce sont les institutions et non les personnes qui sont laïques. Puis on va faire justement le lien avec ça dans la prochaine partie, justement sur les parts de signes religieux. En fait, comme la Commission des droits de la personne, pour eux, le fait justement de porter un signe religieux, qu'importe lequel, ça ne mine en rien à la qualité de... Ben, en rien à la neutralité de l'État. Parce que quand on parle de neutralité d'État, c'est l'État qui est neutre par rapport aux citoyens. Et non les citoyens qui travaillent au sein de l'État qui sont neutres. Parce que comme je l'ai mentionné tantôt, c'est pas tout le monde qui peut être neutre à 100%. Il y en a qui sont aptes à travailler avec le public justement parce qu'ils ont trop de préjugés ou dire tel type de personne, moi je suis pas capable, j'y arracherai la tête. Des choses qui arrivent. Puis oui, des fois, les émotions embarquent trop, donc ils sont juste pas capables de se contrôler. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres, puis que ce soit un signe religieux ou non, ça n'influence rien. En fait, comme je vous ai dit, la Charte des droits et libertés protège justement ça. Puis à l'article 10, la Charte, il y a 14 motifs qui justement mentionnent, entre autres, le port d'un signe religieux. Qui dit en fait toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi. On s'entend? La religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier à cet handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. En fait, présentement, le projet de loi touche entre autres ça, parce que avec ce qu'on vient de lire, un des 14 motifs, c'est la religion. Donc, si tu portes un signe religieux, forcément, tu es déjà banni de la fonction publique. Donc, c'est que... Je sais que je pense qu'ils sont supposés de modifier... si le projet de loi passe, la loi va... le projet de loi va... Si le projet de loi passe, la Charte des droits et libertés risque de changer aussi. Et puis si ça change, bien évidemment, ça touche pas juste ceux qui portent des signes religieux, mais l'ensemble de la société. Donc, c'est peut-être pas un bon signe. Puis comme je vous ai... Tantôt, on a parlé un petit peu d'impartialité, mais justement, les gens ont tendance à confondre un peu les deux. Parce que, comme je vous ai dit, personne ne peut être neutre à 100%. On a tous des préjugés, que ce soit conscient ou non.
Par contre, l'impartialité, c'est plutôt une qualité que quelqu'un possède. C'est le fait d'être juste, équitable, le fait de porter, puis c'est ça, le fait de porter un signe religieux ou non, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être juste. En fait, même dans beaucoup de religions, de ce que je comprends, la justice et l'équité, c'est l'égalité, c'est hyper important. Donc, en même temps, ça marche juste pas de dire ah, parce que quelqu'un porte un signe religieux, ben forcément, il n'est pas impartial. Donc, il est juste envers tout le monde. Je dis pas que c'est. Il y en a qui n'en portent pas et qui sont même pas capables d'être juste envers eux-mêmes. Donc, déjà en partant, on voit que ça a plus ou moins rapport, en fait. Donc, puis c'est ça le. Donc, c'est ça. La neutralité religieuse, en fait, de l'État, c'est plutôt positif parce qu'en fait, ça garantit, comme je vous ai dit, la protection des droits de tout le monde. Et on se retrouve à être égal par rapport à l'État, qu'importe de quoi on a l'air. Quoique ça n'a pas toujours. Je sais très bien que c'est pas toujours comme ça, mais techniquement, c'est ce qui est supposé d'être. Aussi, c'est ça, l'article 3 de la Charte québécoise, on en parlait un petit peu tantôt. En fait, il dit que toute personne est titulaire de liberté fondamentale, dont la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. Donc, encore là, le projet de loi proposé par la CAQ nuit à cet article-là. Donc, c'est ça. Puis le fait de demander le retrait des signes religieux, personnellement, c'est inadmissible sur plusieurs points. Parce que notamment, on prive les différents droits que je viens de nommer. En plus de créer une stigmatisation entre immigrants et non-immigrants, ça fait que aussi, déjà quand les immigrants, quand ils arrivent ici, souvent sont obligés de recommencer leur formation. On leur dit qu'il n'y a pas de problème, si tu es formé, désolé, tu as des diplômes, tu peux travailler sans problème. Mais ils arrivent ici, ils sont obligés de refaire leur formation parce que leur diplôme, c'est pas reconnu. Donc, oui, c'est très dommageable de dire, ben, en fait, non, t'as pas le droit de travailler parce que t'as un signe religieux, tes diplômes, ça compte pas. Fait que ça fait beaucoup de trucs qui nuisent plus à l'intégration de l'immigrant. Donc, ça les exclut de la société. Ça fait en sorte que, ben, les enfants, s'ils ont des enfants, ben, ils ont peut-être accès à moins d'éducation, vivre dans la pauvreté. Donc, éventuellement, ça a beaucoup d'impact. Puis en plus, déjà, dans le monde, comme dans le monde scolaire, au primaire, au secondaire, il y a une pénurie d'enseignants. Puis on est en train de dire, entre autres, aux étudiants qui sont sur le point c'est la fin de la session universitaire, hein, sont sur le point d'entrer sur le marché du travail. Ils ont du travail, je commence à manquer de voix, désolé. On leur dit, ben non, en fait, quand tu ne pourras pas travailler, tu as un signe religieux. Donc, on s'entend que ça marche juste pas. J'espère vraiment que ça ne passera pas. Ça n'a pas encore été voté. Puis, ce que j'aimerais dire, en fait, parce que c'est ça le problème au Québec, puis c'est sûrement la même chose ailleurs. Les médias en parlent beaucoup des musulmans comme si la majorité, pas la majorité, mais comme si on était beaucoup plus que la réalité. En fait, au Québec, selon le recensement de 2013, le nombre de Québécois qui se définissent comme musulmans, c'est 3,5% de la population. Sur plus de 8 millions d'habitants, ça fait à peu près 300 000 personnes qui se définissent comme musulmans, toute origine confondue. Puis là-dessus, le nombre sur les 300 000, ça j'en ai parlé dans mon essai ou le mois passé aussi, le nombre de femmes qui portent le voile, je parle des femmes musulmanes parce que j'ai aucune idée pour les statistiques pour les autres communautés, mais les femmes qui portent le hijab ou un voile, qu'importe la manière qu'ils le portent, c'est 10% de la communauté musulmane seulement. Puis, ça représente même pas 1% de la population. Je pense que c'est 0,5%.
du 8 millions qui portent le voile. Encore là, je pense que je suis généreuse. Donc, ce que le gouvernement Legault devrait faire, selon moi, je dis bien selon moi, c'est plutôt favoriser les activités, des rencontres entre les communautés, leur permettre de... on parle beaucoup de dialogue interculturel, je parle aussi beaucoup de médiation interculturelle. C'est quelque chose qui peut être utile parce qu'il y a quand même une formation qui se donne depuis plus de 10 ans à l'Université de Sherbrooke pour quand même être médiateur interculturel. Et c'était une des recommandations de la commission Bouchard-Taylor qui avait lieu en 2007 et qui a été tenue contre... Donc, je pense que si Legault voudrait plutôt aider la communauté, parce qu'il dit, une de ses... C'est... j'ai proposition dans la tête, mais ce qu'il disait, c'est... durant la campagne, c'est qu'elle allait avoir beaucoup moins d'immigrants, mais qu'elle en prendre soin. Jusqu'à présent, c'est pas ce qu'il fait, parce que là, il est en train de couper des postes, couper des emplois principalement aux immigrants, au lieu de les aider à s'intégrer. Donc, je pense que le gouvernement Legault devrait faire attention par rapport à ça et faire affaire avec des médiateurs interculturels. On est quand même plusieurs au Québec. Quoi qu'on n'est pas énormément beaucoup non plus. Là, en disant il y a peut-être 200 médiateurs interculturels. C'est une estimation, là. J'ai pas vérifié les chiffres. Mais ça tournerait autour de ça. Donc, il y a quand même quelques personnes qui sont formées pour ça, qui peuvent aider à des rencontres interculturelles. Il y a déjà des organismes qui travaillent aussi, qui peuvent aider. Donc, si jamais Legault veut plutôt aider vraiment les immigrants, il devrait faire affaire aux médiateurs interculturels au lieu pour faire des projets de loi qui nuisent à la société, aux communautés. Donc, en gros, c'est ça. Donc, la documentation va être disponible sur le site si vous voulez lire un peu plus en détail ce que je vous ai écrit, ce que je viens de vous mentionner. Donc, en gros, c'est ça. Je vais arrêter maintenant parce que là, ça fait quand même un petit moment que je vous jase. Donc, au mois prochain. Donc, à bientôt.